Salut les parents! Bienvenue à Entre deux espaces, le balado CSSMI. Nous sommes Fanny et Estelle, enseignantes et mamans, et nous vous recevrons ici chaque mois. Ce balado s'adresse à tous les parents d'enfants d'âge primaire et secondaire et se veut une fenêtre sur la classe de votre enfant. Bonne écoute! Bonjour les parents, bienvenue à ce deuxième épisode du balado Entre deux espaces. Allô Fanny! Allô Estelle! Allô Lynn! Allô! J'espère que vous allez bien. Alors, déjà un deuxième rendez-vous aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'avais envie de savoir, en fait, je me demande comment ça se passe depuis la rentrée scolaire parce que lors de l'épisode 1, on a parlé de tout ce qui a trait aux routines, à l'organisation familiale. On a suggéré quelques trucs, astuces, moyens pour faciliter et adoucir le retour à l'école. Maintenant qu'on est rendu au mois d'octobre, on espère que c'est plus doux pour vous tous. Sachez que même pour nous, ça nous a pris un gros mois là, avant d'entrer dans le rythme. Donc, on pense que ça devrait commencer à s'adoucir tranquillement. On l'espère. Aujourd'hui, on aborde un sujet de taille qui fait bien suite justement à celui des routines, des devoirs et des leçons, celui de l'importance de la lecture. On n'en a pas vraiment parlé lors du tout premier épisode. Non, je pense qu'on savait que ça s'en venait, fait qu'on l'a un peu mis de côté, mais ça n'en reste pas moins important. En fait, je pense même qu'on voulait dédier un épisode complet à ce sujet-là qu'on considère super important. Et pour aborder ce sujet de taille... Oui, donc là, il y a Lynn qu'on a saluée en début d'épisode, qui est bibliothécaire scolaire qu'on reçoit, donc notre première invitée au balado. Bienvenue, Lynn! Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir de te recevoir. Veux-tu prendre le temps un petit peu de te présenter? Oui, alors je suis Lynn Rajotte, bibliothécaire, surtout spécialisée au primaire. Alors, je travaille au CSSMI depuis 2010. Alors, ça fait 14 ans, ça fait 15 ans maintenant. Et à part dans les dossiers transversaux, là, je m'occupe beaucoup du livre numérique aussi. Alors, autant pour le primaire que le secondaire. Parce qu'on est en 2024 et on peut pas faire fi on peut pas faire fi. On est dans une ère technologique. Hein? Oui. Et moi, je me demandais, est-ce que tu as toujours été une amoureuse de la lecture? Est-ce que ça a toujours fait partie de tes passions? Parce que j'imagine que pour devenir bibliothécaire, inévitablement, il faut avoir un grand intérêt envers la lecture après ma barre. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça fait partie de ma vie, mais comme tout être humain, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on lit peu, tout simplement parce que la vie est ainsi faite que les enfants sont petits, on lit peu. Mais ça reste toujours un port sécuritaire. Là. Alors, j'y reviens constamment. Et depuis que les enfants sont grands, je suis dans la lecture tout le temps. Et je m'intéresse constamment à ce qui pourrait être utile autant pour les enseignants que pour les élèves dans nos bibliothèques scolaires du CSSMI. Oui. Donc, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, on ne fait pas que classer des livres selon une certaine cote quand on est bibliothécaire. Non, en fait, jamais. C'est vrai. Mais justement, c'est quand même abstrait, le rôle d'une bibliothécaire scolaire. Pour nous-mêmes qui sommes enseignantes, mais pour les parents, ça doit l'être encore plus. C'est quoi exactement le rôle d'une bibliothécaire scolaire? Dans notre centre de service, mon obligation, c'est vraiment la première obligation que j'ai eue, c'était de lire de A à Z le PFEQ, le programme de formation de l'École québécoise. De l'École québécoise, absolument. Alors, on commence par l'acronyme, alors simplifier ça. Et à partir de ce moment-là, j'avais déjà pris des notes à l'intérieur il y a des choses qu'il n'y a rien qui existe en termes de livres pour combler, mais il y en a d'autres que, oui, il y a des livres sur le marché. Alors, j'avais mis en gras là, tout ce qui aurait pu être utile et je m'y réfère constamment. L'important pour les bibliothécaires, c'est de s'assurer que dans toutes les écoles, le programme est couvert de A à Z si les livres existent sur le marché. Okay. Première chose. C'est quand même un gros travail de recherche. Oui, mais évidemment, la recherche, ça fait partie de mes fondements. Là. Pas le classement, mais la recherche, certainement. Et puis après, c'est de répondre, dans le milieu scolaire, c'est de répondre aux enseignants. Alors, j'ai longtemps travaillé en bibliothèque publique. En bibliothèque publique, c'est les bons lecteurs qui nous visitent.
Et dans le milieu scolaire, un enseignant ne fait jamais appel à moi pour un bon lecteur. Il est réglé, il sait quoi faire avec, ça va bien. Et on fait appel aux bibliothécaires pour toutes sortes de difficultés. Et ça, c'est passionnant. Alors, parce que pour l'enseignant, il a déjà essayé plein de choses, puis il est rendu à un moment où il faut un plus-plus. Oui, il a besoin d'aide. Oui, absolument. Alors, dans son quotidien, il n'a pas de temps de faire cette recherche-là. Il se tourne vers un bibliothécaire du CSS et on fait de la recherche pour lui pour combler les problématiques de cet élève-là en particulier ou d'un groupe d'élèves. Wow, ça veut dire que des livres, tu dois en lire Beaucoup, une quantité oui. phénoménale. Oui, et j'ai des bases de données qui sont très aidantes, mais quand le livre a une valeur plus que j'appelle, pas juste pour un élément du PFEQ, mais pour plusieurs éléments, oui, on le lit avec attention, puis il y a plusieurs angles d'entrée pour ces livres-là, et on essaie de les faire connaître le plus possible aux enseignants. Donc, c'est grâce à vous qu'on a des bibliothèques qui sont toujours à jour en termes de nouveautés, Oui. de style, de Oui. collection. Génial. Alors, ça, c'est le premier mandat. Puis la seconde mission, c'est la mission loisir, qui est la plus visible dans une bibliothèque scolaire, parce qu'on a beaucoup de parents qui sont bénévoles dans la bibliothèque scolaire. Et au primaire, par exemple, on visite à chaque semaine, l'enseignant avec ses élèves va visiter la bibliothèque. Et d'emblée, l'enfant va choisir un livre selon ses intérêts. Alors, la mission loisir, elle est très apparente et cette mission-là vient aider beaucoup l'enseignant pour augmenter les capacités de l'élève en fluidité, par exemple, pour sa fluidité, puis des stratégies qui ont été enseignées en classe, des stratégies de lecture, il va les appliquer fort probablement dans son prochain livre qu'il va emprunter. C'est tout frais, ça a été enseigné en classe, puis là, il se retrouve à la bibliothèque, il fait un emprunt et il y a des automatismes qui se font sans qu'on le sache. Ouais. Alors, d'où Donc, l'importance. c'est une belle manière de Oui. faire un transfert, de consolider ce qui est enseigné en classe sans que l'enfant s'en rende réellement compte, en fait. Oui, Ouais. absolument. Génial. En fait, aussi, avec le nouveau programme de CCQ, aussi, j'imagine qu'il y a plein de livres qui peuvent être parlés, justement. Tu sais, on pense à la sexualité, j'imagine que là, ça vous a pris un nouveau travail de recherche pour ce nouveau programme-là? Oui, là, on a deux bibliothécaires, une pour le primaire, une pour le secondaire, qui ont fait avec les conseillers pédagogiques associés à ce programme-là. Est-ce que vous avez besoin de dire CCQ, c'est le... Culture et citoyenneté québécoise. C'est bon. Le nouveau programme qui remplace éthique et culture Oui, religieuse. parce que c'est tout nouveau de cette année. On est tenu de l'enseigner depuis cette année. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que vous avez dû recevoir une demande Oui, en tout lien à fait. avec cette entrée-là. Oui, ça fait presque 2 ans là, que les bibliothécaires et des conseillers pédagogiques travaillent à bien alimenter le programme en livres dans nos bibliothèques. Donc, il y a déjà eu 2 vagues d'achats. Une toute petite au début, quand on commençait, et l'année dernière, vraiment, là, toutes les directions d'école qui ont fait appel aux bibliothécaires, on s'est assuré de rentrer beaucoup de livres pour ce programme-là. Je dirais que pour la plupart, il y a au moins dans chaque école primaire 75 livres qui touchent très directement ce programme-là et plus encore. C'est un programme fabuleux pour, C'est ce oui, que pour la j'allais dire. littérature. C'est tellement Ouais. riche. Justement, dans nos formations aussi, ils nous proposent de l'amener par la littérature jeunesse. C'est tellement un bel amalgame à faire. Absolument. Oui, parce que la littérature jeunesse, en général, pas juste pour CCQ, c'est vraiment un outil d'enseignement maintenant qui est monnaie courante. Là, je veux dire, moi, quand j'étais au primaire, il me semble que la littérature jeunesse, on ne l'utilisait pas autant qu'aujourd'hui. On va en reparler un peu plus tard, là, mais je pense que autant pour les enfants que pour nous, c'est extra riche d'enseigner, d'utiliser au quotidien la littérature jeunesse. Et contrairement ce qu'on pourrait penser, parce qu'on souvent dans l'actualité, on va entendre parler que nos bibliothèques qui ont des vieux livres et tout ça, et bien pas au CSSMI. Au CSSMI, les bibliothèques sont très, très riches et de plus en plus les classes, surtout avec la nouvelle mesure depuis l'an dernier qui devrait être là 5 ans, les classes aussi sont de plus en plus riches. Alors, vraiment, d'avoir de bons livres, autant pour l'intérêt de l'enfant que pour couvrir le programme, ce n'est plus un enjeu. C'est fait. On Puis on pour coule. On coule sur les avoir livres. eu accès à cette ressource-là l'année dernière, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est le fait qu'on peut justement partir des intérêts des élèves. Oui. Moi, personnellement, je questionne souvent mes élèves. Qu'est-ce qui vous passionne présentement en littérature jeunesse? Qu'est-ce que vous avez envie de lire dernièrement? Qu'est-ce que vous recherchez à la bibliothèque qui n'est pas suffisamment là pour qu'on en ait, nous, davantage en classe? Puis je prends des notes, puis c'est à partir de ça que je sélectionne mes achats. Fait que d'avoir cette latitude-là comme titulaire, je trouve ça vraiment riche. Tout à fait.
Tout à fait. En tout cas, merci d'être là, Merci. Lynn. Je pense que ça va ajouter une belle expertise, une belle expérience à nos deux expertises, à Estelle et moi. Là. Donc, Un regard différent. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'évolution de la littérature jeunesse parce que, pour ma part, j'ai des souvenirs quand même clairs de mon passage au primaire et au secondaire. Et à mon souvenir, l'offre littéraire était assez limitée. Aujourd'hui, par contre, chaque année, les élèves me font découvrir des nouveaux livres dont j'ai jamais entendu parler. J'ai l'impression que l'offre se renouvelle continuellement. Puis j'ai l'impression que ça aide les enfants à justement avoir un intérêt envers la lecture. Et j'observe aussi qu'il y a de nombreux bienfaits que l'on connaît tous, comme l'enrichissement du vocabulaire, l'amélioration du langage et de la fluidité en lecture. Ça, c'est des choses plus techniques qu'on connaît, qu'on sait, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, on découvre des nouveaux bienfaits à la lecture. Est-ce que, Lynn, toi, tu as observé des bienfaits particuliers depuis le début de ta carrière comme bibliothécaire? Un des bienfaits qui est très souvent nommé par l'enseignant quand on fait appel à un bibliothécaire, c'est entre autres les champs d'intérêt de l'élève. D'accord? Alors, si on part juste des champs d'intérêt de l'élève, un élève pourrait être intéressé par un sujet et la lecture, il pourrait choisir d'avoir un documentaire, donc des faits véridiques. Il pourrait choisir aussi d'avoir une fiction, donc un champ d'intérêt, mais dans une œuvre romancée. Et il va en apprendre plus sur ça, sans que ce soit un prof didactique devant qui fait un apprentissage sur quelque chose. Alors, il développe un champ d'intérêt. Par exemple, en 6e année, on me parle souvent, c'est pourtant pas au programme, mais souvent les élèves vont énormément aimer la Deuxième Guerre mondiale. Oui. D'accord? Ouais. Alors, le prof de 6e année va l'aborder un peu, même si c'est pas au programme. Et là, on nous demande à la bibliothèque, et qu'on ne rentre pas de façon naturelle, des récits sur la Deuxième Guerre, puisque ça fait pas partie du programme pour le primaire. Mais c'est vraiment, on a éveillé un champ d'intérêt chez l'enfant. Et il faut voir, là, dans ce que je viens de dire, là, on a éveillé un champ d'intérêt, on ne le force pas à lire. Non. Il y a un champ d'intérêt, donc automatiquement, il demande des livres là-dessus. De façon, par lui-même, il va se mettre à lire des livres là-dessus. Puis pourtant, on n'est pas en train de le forcer à lire ni rien. Le champ d'intérêt l'a amené à faire la lecture. Sa motivation vient complètement de lui. Exactement. Là, absolument. Puis là, automatiquement, ce que tu as nommé tantôt, la fluidité, l'enrichissement du vocabulaire, automatiquement, ça va se faire parce que quand même, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même des livres qui vont nous arriver d'Europe. Donc, vocabulaire qui n'est pas celui du Québec. Donc, c'est tout cet élément-là. Dans les contes, je me souviens d'une enfant qui, par exemple, au lieu d'utiliser dans une discussion, au lieu d'utiliser le mot « il est arrivé un dégât, puis on a pris une mop pour laver le plancher », elle a utilisé le mot « serpillière ». Alors, clairement, le mot « serpillière » ne fait pas partie de son vocabulaire ordinaire, mais elle fait partie du conte Les Cendrillons, de Cendrillon. Elle l'a enregistré. Exactement. Ouais. Et elle a compris l'usage de ce mot-là dans le contexte qu'a donné le livre. Et donc, c'est immensément riche qu'à partir du moment où le centre d'intérêt fait en sorte que l'enfant prend un livre et lit autour de ça, les bienfaits se multiplient autour. Là. Tout le travail fait par l'enseignant devient extrêmement facilité. On parle de champs d'intérêt qui naissent suite peut-être à un enseignement en classe, mais j'imagine aussi que les pairs peuvent être un moteur hyper puissant de partage d'intérêts. On s'entend qu'à l'école, que ce soit primaire ou secondaire, les enfants accordent tellement d'importance à leurs amis que d'entendre parler d'un sujet ou d'un auteur ou d'une collection ou d'un type de livre, ça doit aussi être une forme de catalyseur pour les amener à découvrir de la nouveauté. Est-ce qu'on voit ça aussi? C'est définitivement le plus puissant. Alors, dans les bibliothèques, quand on donne du soutien aux bénévoles, souvent, on va entendre un bénévole qui va dire il y a un livre qui est prisonnier d'une classe, puis il n'est pas capable de sortir de cette classe-là, parce que aussitôt qu'il est ramené, il est emprunté par un autre, et par défaut, ne connaissant pas le milieu, on achète une copie de chaque livre à la bibliothèque scolaire. Alors, le réflexe du parent bénévole était de stopper dans cette classe-là pour qu'il rentre, il fasse sa vie dans une autre classe. Mais c'est vous dire à quel point que c'est puissant. Alors, le geste n'est pas de stopper, le geste est de rentrer d'autres copies. Oui. C'est ça. Alors, il faut le dire aux bibliothécaires pour dire, ce livre-là, je ne veux pas qu'une copie dans notre école. Il faut en rentrer 3 ou 4 copies parce qu'il y est d'intérêt. Les élèves l'aiment beaucoup et entre eux,
ils ont très, très hâte, là. Alors, mais ce que tu décris là, moi, je me souviens très bien de l'avoir vécu, là, d'arriver dans la bibliothèque puis de devoir presque me mettre devant un étalage pour dire « Wow, je vais gérer la distribution de cette collection-là » parce que sinon, ça crée quasiment des conflits parce qu'ils veulent le numéro qu'ils n'ont pas encore lu de la collection. Donc... Mais justement, fait que ça crée comme des modes, en fait, chez les élèves. Puis justement, parlant de mode, ça a évolué, ces modes-là. L'offre de la littérature jeunesse, ça a évolué énormément. On parle de quand on était jeune versus ce que nos élèves lisent en ce moment, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu as observé, toi, dans l'évolution de l'offre de la littérature jeunesse, l'évolution du lecteur aussi, Ça, on va l'observer beaucoup au niveau du secondaire, des commentaires qui nous arrivent du secondaire. Il y a eu une époque où on lisait les 12 tomes d'Amos d'Aragon, les 7 tomes d'Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux. Oui, exactement. Alors, c'est sur une très longue période. Et on s'entend qu'il faut être un très bon lecteur pour maintenir notre intérêt jusqu'à la fin de... Malgré qu'Amos d'Aragon est très, très consommable, mais Harry Potter, on s'entend que là, c'est des briques. Là. Et aujourd'hui, on observe que les enfants sont... les élèves là, qui sont au secondaire embarquent moins dans ces grandes sagas, exactement. Alors, probablement que leur consommation de réseaux sociaux, puis leur façon de voir l'actualité, puis tout va très, très vite. Et ils veulent des récits qui ont un début, qui ont une fin sur une courte période, pas de gna-gna et tout ça. Et c'est tout à fait légitime, là. Alors, au secondaire, la collection OSE, O-S-E, c'est des récits, c'est québécois, c'est des petits récits et c'est très punché, là. Alors, cette collection-là, qui est dans notre... on les a en numérique, comme on les a dans nos bibliothèques, elle est extrêmement populaire auprès des jeunes parce que c'est haletant. Alors, ils vivent des émotions, les lecteurs, mais ils vivent une satisfaction aussi à la toute fin. Exactement. Comme des lecteurs impatients. Oui. Bien, l'instantanéité, on est dans cette ère-là. Oui. Mais moi, je dirais que autant on se dit, on peut avoir de la peine de cette grande époque où on lisait pour lire et se dire, ben non, en fait, ils désirent de l'efficacité. Ils désirent que leur temps est précieux. C'est ce qu'ils nous disent. Mon temps est précieux. J'ai plein de choses à faire. Et quand je prends un livre, je veux juste ce temps-là. Et ne fais pas perdre mon temps. Alors, en même temps, ça augmente le défi pour trouver des livres qu'ils aiment parce que on s'entend, là, dans le temps, quand on commençait une série, ben on avait pour un bout, on n'avait plus de choix à faire, c'était seté, puis on savait c'était quoi la prochaine chose qu'on allait lire, le prochain roman, si ça, on suivait la suite. Là, ça fait en sorte qu'il faut se renouveler plus rapidement, il faut avoir des idées, il faut être... En fait, je me questionne si ce goût-là n'est pas que temporaire dans la vie d'un élève. OK. D'accord? Alors, ça pourrait évoluer à l'âge adulte, exactement. Par exemple. À un moment donné, on va avoir du plaisir à lire et passer une soirée à lire ou le matin ou dans l'autobus. Et là, on va consommer quelque chose, l'écriture d'un écrivain particulier. On veut pas que le livre termine. On veut pas vivre de deuil de lecture. Alors, le deuil de lecture, c'est difficile à vivre. Alors, quand on aime longtemps, on aime beaucoup. Alors, je crois que je me demande si ce n'est pas que temporaire. Ils sont sociables, sont très, très sociales en ce moment au secondaire. Très important dans leur vie, ce côté-là. Oui, alors c'est l'élément numéro 1. Les réseaux sociaux, l'élément numéro 1, c'est sûr. Alors, on ne fait pas perdre leur temps en ce moment. Mais c'est à voir si, rendus plus vieux, c'est très intéressant. Ils seront pas comme nous. Mais ça me fait penser aussi au fait que j'ai l'impression qu'on a longtemps mis le roman sur une forme de piédestal, comme si c'était ça la lecture attendue, adéquate d'un écolier. Moi, je me souviens au primaire, là, une fois que les petits livrets de lecture étaient finis, on passait au roman, puis c'était roman jusqu'à la fin du secondaire, dans le sens où l'album n'était pas tellement mis de l'avant, la bande dessinée était quasiment diabolique, c'était quasiment une mauvaise façon de lire. Les magazines aussi. Exactement, puis j'ai encore l'impression, même si ça tend à s'atténuer, cette perception-là, j'ai encore l'impression que parfois, l'adulte, le parent peut être porté à encourager son enfant à lire davantage ce type de livre-là. Et je pense que c'est à déconstruire, si on veut, cette perception-là qu'il y a des livres qui ont une plus grande valeur que d'autres. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a des enfants qui ne veulent pas perdre leur temps.
Alors, quand on lit un roman, on perd notre temps parce qu'on n'a pas appris nécessairement quelque chose. Ces enfants-là vont adorer les livres, les documentaires, les livres avec des vrais faits. Alors là, ils vont être prêts à donner le petit plus pour faire de la lecture parce qu'ils vont apprendre quelque chose. Alors oui, la revue, bien souvent la bande dessinée, c'est le plus grand fléau quand je suis arrivée en 2010 jusqu'à maintenant, c'est de penser que la bande dessinée, c'est de la sous-littérature. Oui. Et pourtant, la bande dessinée, entre deux cases, on doit se faire un cinéma. Parce qu'on n'écrit pas tout en bande dessinée et c'est souvent que des dialogues. Il y a très, très peu. Il n'y a pas de narrateur. Là. Il y a beaucoup d'inférences. Exactement. Alors, si le personnage était dans la maison et tout de suite après, il est sur son vélo, bien, c'est l'enfant qui doit construire entre la maison et le vélo qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand un enfant... Oui, stratégies de lecture. Exactement. Encore là, sans que l'enfant s'en rende compte. Sans que l'enfant s'en rende compte. Alors, un enseignant qui va souvent, pas souvent, mais je veux dire un enseignant qui va me dire que l'enfant a de la difficulté à faire son cinéma là, dans sa tête. Là. Il y a de la difficulté, là, il y a des ruptures de compréhension. Il doit reprendre sa lecture parce qu'il s'était imaginé qu'on est en hiver, mais finalement on est en été. Il y a un indice qui lui dit qu'on est en été. Il est tout perdu, il reprend. Bien, cet enfant-là gagnerait à lire de la bande dessinée. Et là, je fais une parenthèse parce que l'inférence en soi, là, c'est quand même un grand défi de lecture qui apparaît vers la fin du primaire. Là. En fait, on commence à l'enseigner en 4e année. Bien, pas à l'enseigner, mais à l'évaluer en 4e année. Puis, corrige-moi si je me trompe, Annie, mais au 3e cycle, l'inférence, c'est quand même le nouveau défi, si on veut, de la lecture. Puis, pour certains enfants, c'est assez naturel, alors que pour d'autres, c'est un très grand défi. Absolument. On a eu un gros cas dans toutes nos écoles. On a la série dans les bandes dessinées Les Légendaires. Oui. Alors, ça a dû être à ce moment-là que c'est exactement ça. Quand je faisais mon geste, là, que vous ne voyez peut-être pas, mais quand je devais me positionner devant une rangée de bibliothèques, c'était exactement pour les légendaires. Voilà. Absolument. Alors, les légendaires, et on entendait souvent, il l'a déjà emprunté, il est encore en compétition dans les légendaires, mais il le reprend, puis il le reprend, puis il le reprend, puis il va relire le même numéro. En fait, il y a plein de codes de bande dessinée à comprendre. Non seulement le langage propre à la bande dessinée, et aussi cet élément-là. Étant donné qu'il ne peut pas lire, les légendaires, ça part du tome 1 jusqu'au tome 20 quelque chose. Alors, et comme l'enfant ne pourra jamais lire dans l'ordre parce qu'il y a une popularité autour de ça, il va lire le tome 12, après ça, le tome 4, le tome 18. Il lit en désordre. Donc, c'est super important pour lui à mesure qu'il a une compréhension de l'histoire et des codes de la bande dessinée, qu'on lui permette de reprendre les numéros d'avant parce qu'il était exactement en train de faire le cinéma dans sa tête. Ouais. Là. Il faut pas faire un déclic. Oui, là, exact. Il doit aller confirmer ou infirmer quelque chose. Puis il revient, il fait des allers-retours comme ça. Et il ne faut pas avoir le réflexe de les stopper. Il faut faut dire, OK, j'ai un problème avec les légendaires. Alors, on avise la bibliothécaire, là, tu me rentres 2 copies, puis 3 copies, puis 4 copies. Là, il y a des bibliothèques qui ont 3 copies de chacun des numéros parce qu'on n'était pas capable d'assouvir ce besoin-là. Ah oui, mais ça vient travailler l'inférence, ça, là. Bien, de lire une BD en belle désordre. démarche qu'on est en train de décrire là, le fait de s'attarder à une œuvre, d'aller plus loin, de comprendre des nouvelles choses, de revenir en arrière. Wow, ça démontre une belle persévérance. Oui. Puis en plus, souvent, ça va chercher des lecteurs réfractaires. Oui, c'est Tout ça, à fait. qui sont moins intéressés souvent. Fait que, Oui. Puis comme on disait tantôt, ils se rendent même pas compte qu'ils travaillent. Exactement. Puis en ce qui a trait à la manière dont la littérature jeunesse est utilisée en classe, parce que j'imagine qu'on fait appel à toi aussi pour la littérature jeunesse qu'on utilise comme objet d'enseignement, si je peux dire. Est-ce que tu as observé des changements depuis le début de ta carrière? Nous, on voit un dynamisme clairement plus grand là, dans le sens où, tu sais, que ce soit la lecture à 2, la lecture par cercle de lecture, la lecture partagée. Tu sais, maintenant, on connaît et on utilise différentes manières. C'est plus varié. Exactement. C'est beaucoup plus varié que ce l'était auparavant. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu observes de ton point de vue de bibliothécaire? Définitivement. Ouais. C'est beaucoup plus varié qu'avant et je sais pas, c'est la poule et l'œuf. Je sais pas qu'est-ce qui a apporté cette variété-là. Est-ce que c'est le fait que nos bibliothèques sont maintenant tellement riches que là, l'enseignant a tellement de choix dans sa bibliothèque classe comme dans la bibliothèque de l'école et qui peut varier ses dispositifs de lecture, qui fait en sorte que les demandes sont extrêmement variées. Mais à l'origine, c'était
c'était beaucoup plus linéaire. Ouais. Maintenant, dans les écoles, c'est du cercle de lecture d'un côté, la lecture guidée de l'autre, lecture faite aux élèves. Il y a énormément de choses qu'on peut observer. Et est-ce que c'est les enseignants qui ont amené cette richesse-là, ou c'est une combinaison des deux, ou c'est la richesse qui a apporté ces dispositifs-là? Mais c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, au niveau de la littérature jeunesse dans nos classes, maintenant, qu'à l'origine quand je suis arrivée. Moi, j'ai l'impression qu'on réalise, nous les enseignants, qu'il y a une infinité de possibilités d'utiliser une œuvre de littérature jeunesse, dans le sens où, oui, il y a les dimensions de la lecture qu'on peut aborder, mais on peut enseigner aussi des concepts grammaticaux, on peut même enseigner la conjugaison, on peut aborder aussi des sujets sensibles auparavant via le CR, maintenant à CCQ. Donc, c'est comme si... Je pense que c'est devenu comme un réflexe qu'il n'y avait pas avant. Maintenant, c'est comme associé, je voudrais travailler ça, OK, est-ce qu'il existe un livre qui peut m'aider à travailler ça, versus avant, c'était plus, je pense, on partait du livre pour que travailler la lecture, en fait. Là, c'était l'outil de lecture. Maintenant, c'est un outil multidisciplinaire, en fait. Puis on a accès aussi plus facilement à différentes ressources qui nous permettent de savoir ce qui existe en termes de littérature jeunesse, puis d'accéder à des suggestions, des recommandations de nos collègues, de nos élèves même, qui nous disent qu'ils ont apprécié tel ou tel type d'œuvre. Donc, je pense que c'est ça, c'est le fait que ce soit multidisciplinaire, vraiment. Les bienfaits ne sont pas qu'académiques non plus, là, tu sais, sur le plan des habiletés sociales, sur le plan de l'émotionnel. Il y a tellement plein de bienfaits autres qu'académiques aussi. Là. C'est pas rare qu'on utilise une œuvre de littérature jeunesse dans une intention bien précise, puis que finalement, on se rend compte que le sujet bifurque, puis qu'on fait des apprentissages inattendus. Je trouve que souvent, l'enfant nous apporte un point de vue que nous, comme adultes, on n'avait pas nécessairement au départ. Ouais. D'une classe à l'autre, un même livre peut avoir deux dimensions complètement différentes, servir à deux choses complètement différentes. Exact. Oui. C'est ça qui est le fun d'un livre. On l'observe aussi, par exemple, quand est venu l'achat pour les bibliothèques classes et tout ça, un livre est théoriquement, un album est théoriquement pour la première année. Et oups, il y avait un prof de 4e année qui le voulait aussi, puis oups, il y a le prof de 5e année qui le veut aussi, puis oups. Alors, c'est voir que toutes les portes d'entrée sont possibles à l'intérieur du livre, qu'importe l'âge officiel du livre en question. Tout à fait. Puis moi, comme maman prof, mes livres font beaucoup d'allers-retours entre ma maison et la classe. Puis même que quand j'ai pour acheter un livre à mes enfants, souvent, je me dis « ça pourrait être pratique, je pourrais le lire à mes élèves aussi. » Puis mes enfants sont rendus habitués. « maman, est-ce que tu vas amener ce livre-là cette année à tes élèves pour leur lire? » Parce que même s'ils sont jeunes, il y a tellement d'angles possibles qu'on peut utiliser pour aborder différents sujets, pour enseigner différentes notions. Et je trouve que les enseignants, ils ont maintenant cette facilité-là. Autant avant, au début de ma carrière, l'enseignant cherchait un livre pour tel élément, puis il servait à cet élément-là. Et maintenant, il est trop tôt encore, là, parce que CCQ vient de partir. Mais là, oups, il y a plein de livres de CCQ qui viennent d'entrer. Puis là, oups, on veut travailler la grammaire avec celui-là, il va être génial. Pourtant, on l'a rentré... C'est pour le programme CCQ. Ouais. Puis on aime ça être efficace. C'est ça, exactement. Puis là, on va travailler parce qu'il y a du passé simple. On va travailler celui-là pour travailler les verbes. Et puis là, tu sais, je dis, mon Dieu, c'est un discours que j'entendais pas à l'origine. À l'origine, il fallait le livre parfait pour tel élément. Puis là, maintenant, l'enseignant voit 2 et 3 éléments d'exploitation à l'intérieur de chacun des livres. Là. Il y a vraiment une originalité. Oui, c'est ça. Vraiment. OK, donc c'est là qu'on vient dans le crunchy. Oui. Là, on s'adresse aux parents. On va parler du rôle des parents par rapport à... Parce qu'évidemment, ils sont un modèle à la maison pour instaurer une routine de lecture à la maison, pour aussi... garnir la bibliothèque. Garnir la bibliothèque, modéliser, faire du pouce sur ce qui se passe en classe aussi, tout ça. Donc, en tant que parent, est-ce qu'on a des bons livres et des mauvais livres? Comment on choisit, comment on vérifie la qualité d'une œuvre qu'on veut proposer à nos enfants à la maison? On peut partir du principe qu'à partir du moment où un livre est édité, il y a déjà eu un travail éditorial derrière. Alors, on part du principe que tous les livres sur le marché sont adéquats. D'accord? Alors, après ça, ça dépend de l'intérêt de l'enfant. Ça dépend aussi de la découverte du parent avec l'enfant et tout ça.
Je dirais que, par exemple, on va prendre les mini-bigs, la collection des mini-bigs qui est si populaire dans les écoles. Je dirais que si ça stimule la lecture d'un enfant, c'est théoriquement de la lecture commerciale. Alors, théoriquement, on se dit, ben il y a quand même des œuvres meilleures que ça sur le marché et tout ça. Parce que juste pour faire une parenthèse, là, c'est des pages couvertures qui sont ultra colorées, des caractères qui sont très gros à l'intérieur. Puis la calligraphie qui change. Oui, fait que ça attire l'œil énormément. Oui, exactement. Très populaire auprès des enfants. Je dirais que le parent, c'est pas son rôle à lui, c'est de faire lire l'enfant et s'assurer qu'on est dans le loisir et tout ça. Fait que ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée, exactement. Et très souvent, dans les écoles, on en achète peu. Mais à la bibliothèque municipale, il y en a énormément. Alors, quand un parent se dit, ben non, mon budget va y passer, là, parce que mon enfant est capable de lire ça un par soir, je suis pas capable de l'alimenter, la bibliothèque municipale, elle est vraiment complémentaire de la bibliothèque scolaire. Pourquoi je dis en bibliothèque scolaire, il y en a peu? Parce que le rôle premier de la bibliothèque scolaire et de l'école est d'offrir une variété de lectures de haute qualité. On part de ce principe-là. Le meilleur cas pour illustrer ma pensée, c'est, par exemple, on a une enseignante, j'accompagne un conseiller pédagogique français à l'intérieur d'une formation, et il y a une enseignante qui vient le voir pour dire mes élèves aiment énormément ce type de littérature-là, et quand ils écrivent, quand ils font des productions écrites, maintenant, les dialogues sont en langage parlé. J'ai beaucoup de difficultés à faire arrêter ce langage parlé-là qui est présent dans ce type de littérature-là. Ils ont perdu la richesse là, du langage littéraire. Exactement. Alors, à l'école, d'offrir peu de ceux-là, aux parents, on se met pas de limite. C'est leur rôle. D'accord? Les livres de Walt Disney, on n'en a pas dans nos bibliothèques scolaires. C'est vrai, hein? Je n'ai jamais fait ce constat-là. En fait, les livres de Walt Disney, on en a élagué énormément. Les livres de Walt Disney, c'est grand-papa, grand-maman, c'est maman-papa, ça se passe à la maison. Et à l'école, c'est autre chose qu'on offre. On essaie très, très fort à l'école d'offrir quelque chose de différent. Il y a une plate-bande parent, puis il y a une plate-bande école. Alors, je dirais que pour la littérature commerciale, qu'on ne s'en prive pas. Quand on est un parent, très souvent, l'enfant va tellement être content. Donc, il n'y a pas de bon ni de mauvais livre. Il n'y en a pas. Non, il y a un bon endroit. Oui, c'est ça. Puis mais on le voit quand je suis invitée dans une classe, très souvent quand on revient de la récré ou du dîner, ce qui est fréquent, c'est que l'enfant, le temps que tout le monde se déshabille, surtout en hiver, puis qu'il soit installé, ils font de la lecture. Et le petit livre va être mis sur le coin du bureau après. Alors moi, c'est extrêmement enrichissant et super cool de voir la richesse des livres qui sont là. Je vais souvent observer dans les petites classes que c'est un livre de la bibliothèque. Mais quand on est en 5e et 6e année, à un moment donné, je disais, hey, mon Dieu, on frôle le 50% de livres qui arrivent de la maison. Exactement. Fait que là, je me suis énormément questionnée sur le rôle de la bibliothèque. La bibliothèque offre-t-elle des livres qui sont adéquats pour l'enfant? Qui viennent rejoindre. Exactement. Mais dans ces livres-là, on se rend compte que, on ne pourrait pas l'offrir à la bibliothèque scolaire parce que c'est théoriquement un livre pour les 12 ans et plus. Alors, bravo aux parents. Le parent a été chercher soit à la bibliothèque municipale ou soit par achat un livre qui rejoint l'intérêt de l'élève, puis l'enfant a dit à ses parents qu'il n'y a rien de ça, c'est plate ce qui est à la bibliothèque, et est venu combler ce qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas offrir à la bibliothèque scolaire du 12 ans et plus, c'est au secondaire de le faire. Donc, mais l'enfant, lui, est prêt. Il est en 5e et 6e année, il est prêt à lire quelque chose de plus âgé. Alors, le parent, il a son rôle, et son rôle, c'est d'écouter son enfant et de le combler. Mais ça peut être chouette aussi qu'ils disent à l'enseignant, ça m'arrive jamais. Me dire, les parents me disent que la bibliothèque ne comble pas les besoins de leurs élèves. Alors là, on pourrait travailler. Oui. OK, ils ne comblent pas. Ça veut dire que c'est au niveau des intérêts, au niveau, c'est-tu au niveau du type? Trop de romans, pas assez de documentaires, pas assez de BD et tout ça. Alors ça, le parent pourrait le confier à l'enseignant, puis on pourrait travailler pour bien le combler. C'est parce que j'imagine que ça évolue aussi quand même rapidement, Oui, ce goût-là. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Les tendances changent. Oui, on avait parlé que si, par exemple, un parent aime le roman policier, il l'aimait à 20 ans, bien, à 40 ans, il aime encore le roman policier. Alors, il y a une stabilité quand on est adulte.
Quand on est enfant, j'aime les chevaliers et les princesses au préscolaire. Et puis là, je déteste les chevaliers et les princesses. Là, j'adore des livres sur les dinosaures. Je déteste les livres sur les dinosaures. On est constamment en train de changer nos goûts quand on est un enfant. Et c'est difficile, effectivement, c'est difficile à suivre, autant à l'école que pour le parent. Mais il faut vraiment faire la différence entre, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que ce que je lisais avant, je n'aime plus ça. Exactement. C'est ça. Donc, ça m'amène à ce qu'on se questionne face à l'ouverture des parents dans le sens où, tantôt, on a nommé qu'il y avait des tendances, des choses qui sont particulièrement populaires auprès des jeunes, mais il y en a aussi des fois des livres qui, comment je pourrais dire, font réagir. Qui viennent de l'école, peut-être. Là, on a parlé des parents qui amènent des livres dans les écoles, mais l'inverse est vrai aussi. Des fois, l'école amène des choses à la maison. Puis le parent peut être surpris de voir son enfant arriver avec tel ou tel autre livre qu'il ne connaissait tout simplement pas et qui vient peut-être, comment je pourrais dire... Challenger, en bon Oui, j'ai français. cherché un autre mot, mais allons-y pour celui-là. Qui vient questionner en tout cas le parent sur est-ce que c'est un livre adéquat? Comment se fait-il que mon enfant a ça entre les mains? Est-ce que moi, comme parent, je m'en mêle ou pas? Je ne sais pas si tu as vécu des situations dans ce genre-là, oui. Moi, j'aime, je m'excuse, je reprends tes mots de tantôt, là, la plate-bande école, la plate-bande parents. Maison. Puis aussi, je me souviens que tu as dit que, en fait, c'est qu'il y a un travail qui a été fait derrière. Il faut prendre pour acquis que si c'est là, ça a été étudié, il y a une recherche qui a été faite. Donc, j'imagine que... De faire confiance. Faire confiance, j'imagine. Oui. Il y a 2 cas. Le premier, par exemple, on a eu un parent qui s'est plaint, son enfant, il y avait un livre, et à l'intérieur, on abordait la masturbation. Alors, quand je prends mon programme de formation, les Canevas Éducation et Sexualité, la masturbation est abordée au 3e cycle du primaire. Le parent avait raison. La demande, c'était de le sortir de l'école. La réponse est non, puisque les Canevas Éducation et Sexualité sont dûment là et on doit avoir des livres. Mais l'enfant est au 2e cycle. Le parent avait raison de se plaindre. C'est au 3e cycle qu'on aborde ça. Ouais. Donc, dans cette école-là, on a réservé ce livre-là pour les élèves du 3e cycle seulement. Alors, donc, tout enfant qui est en 3e année, en 4e année, ne pourrait plus emprunter ce livre-là. Donc, on avait une erreur de notre côté. De l'autre côté, par exemple, j'ai abordé le roman policier. Ça vient dans l'esprit de personne qu'un adulte qui lit un livre sur un roman policier, c'est pour apprendre à faire des meurtres et à... Oui, c'est vrai. Jamais on va se dire ça. C'est vrai. D'accord? Souvent, on va dire qu'on apprend à nos enfants le livre qu'il a entre les mains. Il va lui donner des idées. Il va lui donner des idées. Ah oui. Il va consommer de la drogue ou il va fumer la cigarette ou des choses comme ça. Mais pourtant, en tant qu'adulte, je suis capable de lire des romans policiers. Je suis capable de lire du Patrick Sénécal, par exemple, où c'est extrêmement violent, puis on ne s'attend pas à ce que je prenne les armes et que je tue tout le monde autour de moi. Bien, c'est la même chose chez les enfants. C'est juste cette petit apprentissage-là qui est manquant en ce moment pour certains parents. Que le livre, c'est un espace, c'est un safe place, c'est un espace sécurisant. L'enfant ne prendra jamais de drogue. Il ne veut pas prendre de la drogue, mais il veut savoir, si j'en prenais, qu'est-ce qui va se passer? Fait qu'il va vivre son expérience à travers la le livre. Puis littérature. pour plusieurs enfants, ça va être suffit. suffisant. Il veut pas finir comme le personnage, il veut pas avoir de la misère, il veut pas pleurer, il veut pas souffrir. Et la curiosité est tout à fait normale et saine même. Bien, puis là, on parle de violence, on parle de drogue, mais ça s'applique à des sujets plus bénins, disons-le. La séparation entre 2 parents, par mon exemple. ami, ses parents sont séparés, les miens ne le sont pas. Ça fait quoi, ça, avoir 2 maisons? Bien, peut-être que par la lecture, je vais essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que... Puis les différences culturelles aussi, ça peut être une super belle porte d'entrée. Exactement. Le deuil canin. Le deuil d'un chat, le deuil d'un chien. On s'entend c'est innocent, là, le deuil d'un animal. C'est gros dans la vie d'un enfant. Alors, très souvent, on veut rentrer des livres sur le deuil dans nos bibliothèques. Et à quelques reprises, j'ai eu des réactions de parents qui étaient troublés que leur enfant avait pleuré leur vie parce que l'animal était mort et tout ça. Mais en fait, on est en train de le préparer. Il a pleuré sa vie parce qu'il y a un chat. Le chat est vieux. Éventuellement, dans quelques années,
il est dans sa... Il a projeté. Oui, il s'est vraiment projeté là-dedans. L'animal va mourir bientôt, puis oui, il a pleuré sa vie, mais en fait, le livre a rempli sa fonction. Oui, tout à fait. Il est en train de l'équiper, cet enfant-là, à cette éventualité-là. Mais le parent, il est bouleversé parce que ça devait être une lecture innocente avant le coucher. Il est complètement bouleversé par ce qui s'est passé, mais c'est une belle introduction à ce qui s'en vient. Ouais. Le parent, finalement, il est en train d'apprendre que la mort à venir de son animal habite énormément l'enfant. Puis pourtant, lui, le parent, sait qu'il y en a pour 1 an ou 2 encore. Ça ouvre des belles discussions. Oui, exactement. Oui, puis des fois, comme parents, on veut aborder des sujets, puis on se demande si on a le bon mot. Puis même quand on pense avoir les bons mots, de diversifier les portes d'entrée, je pense que ça permet de couvrir plus large justement d'un sujet. Je pense à quand mes enfants ont fait leur entrée à l'école, j'avais différents livres sur la rentrée scolaire. Quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, même principe, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le ventre à maman, là, qu'est-ce qui s'en vient prochainement. On a beau le verbaliser avec des mots, des fois de le montrer avec des images, puis d'utiliser des paroles d'un auteur, ça peut faire comprendre le sujet différemment, je pense. Puis je pense aussi que le livre a la force de, des fois, expliquer quelque chose, mais sans passer par les mots, même si ça reste un livre, dans le sens que l'enfant est capable de comprendre l'image, puis des fois d'aller directement avec les mots, l'explication verbale de papa-maman, ça peut être choquant, mais de passer par le livre, l'image, l'histoire, ça extériorise un petit peu cette expérience-là, puis des fois, c'est plus facile à comprendre, plus facile à vivre, plus facile à... Parce que c'est pas rare que le personnage, c'est justement un enfant. On dirait que ça rend le sujet plus proche, plus accessible, le fait que ce soit l'enfant qui soit au cœur du livre, tandis que nous, peu importe ce qu'on va utiliser comme langage, on va demeurer papa, maman ou un enseignant. Bref, on dirait que ça crée une distance qu'il n'y a pas nécessairement dans le livre. Et il faut faire confiance au livre. Dans nos bibliothèques scolaires, dans les albums, on rentre des albums où il y a une rédemption à la fin. Alors, on peut avoir un enfant qui est bouleversé pendant l'histoire, mais ça va bien finir. Il va avoir des réponses à la fin. Il va avoir un axe, une voie à prendre. Alors, il ne sera pas laissé en plan. Non, exactement. Tandis qu'au secondaire, c'est autre chose. Au secondaire, ils veulent vivre des expériences beaucoup plus pimentées. Alors oui, il y a des livres qui rentrent au secondaire où le personnage va mal finir, ou bien donc, c'est sûr. Mais il y a toujours une forme de rédemption ou une forme Exactement, une leçon ou un personnage qui était secondaire au début puis qui finalement prend son envol vers la fin et il peut avoir un transfert. L'élève du secondaire s'est identifié au personnage principal, mais finalement, à la fin, il s'identifie au personnage secondaire parce qu'il y a eu un basculement à l'intérieur du livre. C'est beaucoup plus nuancé dans les livres du secondaire, tandis qu'au primaire, c'est plus linéaire. Donc, le rôle des parents est grand. Quand on écoute ça, on réalise que le rôle des parents est énorme dans la lecture de leur enfant. Il faut qu'ils fassent confiance, évidemment, à l'école. Et là, ça devient un travail d'équipe pour encourager les élèves, un peu les élèves et les enfants, si on parle des parents, réticents ou qui disent « moi, j'aime pas ça lire ». On s'entend, il n'y a aucun enfant qui fondamentalement qui n'aime pas lire. Oui, je pense. C'est sa perception, je pense. On est d'accord autour de la table pour se dire qu'il n'y a pas d'enfant qui n'aime pas lire. Impossible. Il est hors de question que nous soyons dans cette posture. Non, hors de question. Donc là, ce qu'on veut amener aux parents qui nous écoutent, c'est des pistes de solutions pour amener un enfant un peu plus réticent. Qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant n'aime pas lire? Et là, pour ceux qui écoutent, je le mets entre gros guillemets parce que c'est ce qu'ils vont nous dire. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas trouvé le déclencheur. On n'a pas trouvé comment répondre à leurs besoins, comment trouver... comment susciter l'intérêt. Parce qu'un enfant aussi, surtout au primaire, même au secondaire, ça apprend à se connaître. Tout à fait. En général, mais ça apprend à se connaître comme lecteur aussi, là. Oui. Bien, on se met dans leur... soyons solidaires de nos enfants, c'est-à-dire que nous, nos goûts sont arrêtés, puis eux, ça change constamment. Soyons solidaires de ça, là. Dans le sens que, avant, j'aimais ça, j'aime plus ça, puis c'est quoi j'aime, je ne le sais pas. Puis on rentre dans une bibliothèque, puis il y a des milliers de livres, puis on ne sait plus vers où se diriger. Alors, oui, le rôle du parent est essentiel, absolument. Tu l'as nommé tout à l'heure. Je dirais que le rôle du parent est essentiel parce qu'il y a des petits mots qui vont être nommés par l'enfant ou est-ce le bon moment de l'amener à la bibliothèque municipale ou à la librairie? Ou on a des...
on a des histoires autour de nous qui disent, c'est soit des parents ou des enseignants, qui disent que une fois par mois, on rentre dans une librairie puis on achète un livre. Okay. Il n'y a pas de nom à ça. On achète un livre, ou ça peut être une fois par saison ou dans les vacances d'été. On achète un livre et on laisse l'enfant faire son exploration à l'intérieur de la librairie ou à la bibliothèque municipale si on ne souhaite pas faire un achat, mais de faire entrer puis qu'il y ait des essais-erreurs. Il faut accepter que il l'a pourtant choisi puis il ne l'a même pas lu. Des fois, on prend un livre, puis on n'est pas prêt pour ce livre-là tout de suite. Et ça se peut qu'on le lise dans 2 ou dans 3 ans. En tant qu'adulte, on fait la même chose. Oui. Bien, ça me fait penser au droit des lecteurs aussi. Là. Oui, de Daniel Pénac. Oui, c'est ça. Absolument. Alors, on s'attendait à quelque chose, on a été déçus, on fait juste le mettre de côté ou on y reviendra. C'est pas grave. On a le droit. Et peu importe pour quelle raison. Ça peut être parce que, justement, le sujet est un peu trop intense pour nous en ce moment ou juste simplement, là, ça m'intéresse pas ou ça semble trop long ou finalement, on n'a même pas besoin de questionner l'enfant, ce que j'entends. Non, absolument. Et ça peut être son ami qui trouve que c'était bébé ou que, tu sais, ça peut être, il y a eu un jugement d'un père autour de ce livre-là. Mais il sera lu. Moi, j'ai toujours confiance qu'il va être lu et ça peut être un autre enfant de la fratrie qui va le lire. Là. C'est pas nécessairement cet enfant-là. Ouais. D'accord? Et poursuis, j'ai perdu mon idée. Bien, en fait, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue précédemment à cette émission où on disait que justement, le lecteur, on le prend dans son environnement. Là, tu dis que le livre qui est emprunté à la bibliothèque, bien, peut-être qu'il ne sera pas lu par le lecteur qui l'a emprunté, mais peut-être par son petit frère ou peut-être qu'il va modéliser la lecture à son petit frère en lisant ce livre-là. Donc, peut-être que c'est pas un livre encore là, je le mets entre guillemets, mais adapté pour cet enfant-là, mais que ça va quand même servir de modèle à son petit frère, à son grand frère, ça peut être un livre d'histoire pour le soir, pour le dodo. Moi, j'entends souvent ça. « Ah, j'ai pris tel livre pour mon frère ou pour ma sœur » ou mon frère aime beaucoup les camions, j'ai pris un livre sur les camions. Je trouve ça tellement adorable. Mais c'est vrai qu'on est porté, même nous, parfois, comme intervenants, à dire est-ce que c'est vraiment un livre à ta pointure? On a comme cette phrase toute construite-là sur le bout des lèvres, souvent, mais ça m'ouvre vraiment les horizons qu'on en discute de ça. Ouais. Je réalise qu'on a comme mis beaucoup de consignes, de contraintes autour de la lecture, puis qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est qu'ils lisent. Alors, laissons-les lire. C'est ça, dans le monde. À l'origine, quand je suis arrivée en 2010, la plupart des bibliothèques scolaires, au moment de l'emprunt, on avait le droit à 2 livres. Alors, c'est certain que pour l'enseignant, quand tu as le droit à 2 livres seulement par semaine, on veut un livre à sa pointure parce qu'il va y avoir une période de lecture dans la classe et il faut qu'il soit en mesure de le lire. Et maintenant, les collections, avec les mesures du gouvernement qui font qu'on a pu enrichir nos bibliothèques scolaires, font en sorte qu'à un moment donné, on a passé à 3 et maintenant, par défaut, toutes les bibliothèques scolaires, chaque enfant a le droit à 5 livres à la fois. Afin de permettre le 1 ou 2 livres à sa pointure exigé par l'enseignant, qui est en droit de l'exiger. C'est essentiel. Mais aussi les erreurs de jugement de l'enfant, le livre qui a été oublié à la maison, le livre qu'il veut emprunter pour son petit frère, sa petite sœur. Ou faire rire son ami, ça aussi, exactement, ça arrive. Exactement. Ou le livre qui va passer inaperçu. Alors, il est intéressé par ce sujet-là, mais il pourrait être jugé s'il prend encore des livres sur les dinosaures, mais qui est rendu en 4e année. Là, ça, c'est le livre qui va être dans le milieu de la pile. Exactement. Alors, c'est ce qui fait que on a élargi ce droit-là et à chaque école de l'appliquer ou non, là, je tiens à le dire. Alors, nous, au niveau du CSS, tous les fonds permettent un 5 livres, mais à chaque école de l'interpréter à sa manière, d'accord? Puis, je veux juste préciser que normalement, c'est une visite par semaine à peu près. Donc, ça donne quand même l'opportunité aux enfants d'avoir 5 livres par semaine qu'ils peuvent changer. Donc, c'est quand même une belle offre, là. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on veut pour aller chercher l'enfant réticent à la lecture, c'est de trouver ce déclencheur-là, trouver la petite flamme qu'il faut allumer. Là. Donc, j'imagine utiliser ses intérêts. En fait, moi, c'est ce que je suis portée à faire avec mes élèves quand je veux. En fait, il y a 2 choses auxquelles je pense. Utiliser l'humour, qui est généralement
en fait, qui intéressent pas mal tous les enfants. Puis sinon, ben, c'est les intérêts qui, eux, peuvent changer d'une cohorte à l'autre, d'un niveau à l'autre. Est-ce que c'est ce que tu vois aussi comme porte d'entrée pour susciter la lecture? Oui. Là où le parent il serait essentiel, par exemple, un enfant du primaire, va souvent, on nous fait des demandes dans les écoles, il y a suggestions d'achats qui vont nous parvenir. Et quand on nous demande des mangas, par exemple, des mangas, 9 fois sur 10, c'est des mangas pour du secondaire. Okay. On est en 4e année, en 5e année, en 6e année, et c'est des mangas pour le secondaire. C'est sûr qu'on ne les rentrera pas au primaire. Et pourtant, la demande est énorme. Et l'influence des pères fait que cette série-là, qui existe en 100 copies, là, elle est super populaire et il veut la connaître. C'est ça la mode du jour. Il veut aussi le lire. Là, le parent est essentiel. C'est... aucun parent a un budget pour acheter 100 mangas, d'accord? Alors, c'est pas tant par l'achat que de fréquenter la bibliothèque municipale qui, elle, a un fonds en manga et qui va permettre à l'enfant d'assouvir son goût du manga et de rejeter ou continuer une série. Ouais. Pourquoi je dis rejeter? Parce que les mangas, pourquoi on ne peut pas les rentrer, même s'ils sont pour les 12 ans et plus? C'est parce que c'est les mœurs asiatiques, les mœurs nippones, d'accord? Alors, au Japon ou dans les pays asiatiques, dans la littérature, on a beaucoup de violence. Alors, c'est très exagéré, là, les paf, puis on est vraiment là, très, très exagéré. Et l'hypersexualisation. Alors, il n'est pas rare que le personnage féminin ait des gros seins et tout ça. Donc, c'est sûr que ça ne pourra pas rentrer au primaire. C'est très explicite. C'est très explicite. Et pourtant, on en a tellement étudié. Parce que vous vouliez en faire rentrer. On voulait en faire rentrer. Et il y a une collègue qui disait... c'est choquant, il était parfait, il y a une seule page. Alors... en tant que parent, on se dit, mais non, c'est pas acceptable, là. C'est pas acceptable, cette hypersexualisation et tout ça. Et il n'y en a pas tant, il n'y a pas tant de pages. Et les sujets sont extraordinaires. Il y a une demande pour, le titre, je m'en souviens pas, mais c'est toujours bien des parties d'échecs. C'est une série sur les échecs. C'est extraordinaire. On l'a tenté de le rentrer, mais il y a 3 pages inadéquates dans un livre, 1 page dans l'autre. Et ça ne pourra pas rentrer au primaire. D'où le rôle essentiel du parent. On a un enfant qui est intéressé par les mangas. Et, ça pourrait être sa porte d'entrée pour devenir un lecteur motivé. Exactement. Mais il y aurait la fréquentation de la bibliothèque municipale où c'est lui qui a la responsabilité. C'est lui, le parent, de dire, bon, bien, celui-là, tu peux le prendre. Celui-là, ça va, je t'autorise et tout ça. On ne peut pas l'entrer d'emblée dans nos écoles. Donc, essayer d'être ouvert d'esprit comme parent et ne pas, dans la mesure du possible, se braquer, même s'il y a certains aspects qui ne sont pas alignés parfaitement avec nos valeurs. Oui. Puis encore là, ça me fait penser à ce qu'on disait tantôt. Premièrement, ça peut ouvrir des belles discussions. Puis deuxièmement, un enfant qui est attiré par ça, disons, la violence, la sexualité et tout ça, bien, autant mieux qu'il le découvre à travers un livre que on s'entend que l'Internet est assez accessible aussi. Là. Oui. Puis ça, on a peut-être un peu moins de contrôle sur ce que l'enfant va aller rechercher versus dans un livre. Évidemment, on peut l'accompagner puis expliquer que... Oui. Par exemple, aussi à travers ça, les légendaires qui ont une facture manga, mais qui sont une bande dessinée traditionnelle, on a eu énormément de plaintes par rapport à cette série-là et je me suis portée à la défense de cette série-là pour qu'elle reste dans nos écoles et on a assez bien réussi. Là, elle n'est pas sortie nulle part. Pourquoi il y avait des plaintes, énormément de plaintes? C'était par rapport à la violence. La violence, quand elle est grise, je suis tout à fait en accord. Ça n'a pas sa place à l'école. Mais quand le bon et le méchant, Cendrillon, le bon et le méchant, c'est très clair. On ne s'oppose pas à raconter l'histoire de Cendrillon à un enfant de 5 et 7 ans parce que la méchante belle-mère avec ses 2 filles, c'est clair. L'enfant ne s'identifie pas du tout à elle, mais il s'identifie à Cendrillon. Et il y a une rédemption à la fin. Alors, c'est la même chose pour les légendaires. Les bons et les méchants sont très, très marqués. Alors, tu peux pas t'identifier de façon très, très longue aux méchants parce qu'ils sont trop méchants. Parce que personne ne veut être cette personne-là. Non, il y a aucun enfant qui veut être... On s'identifie au personnage principal qui fait partie des bons, puis on veut savoir, bon, dans une situation où je me fais attaquer, comment je me défends. Alors, dans la sécurité de notre foyer, dans la tranquillité de notre lit, on est en train de lire un livre où voici c'est quoi la réaction quand on est méchant. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Alors, on s'est mis tous ensemble, puis on a pu
se libérer de ce méchant-là. C'est comme si on avait confiance au personnage principal. Oui. J'ai foi qu'il va s'en sortir, qu'il va trouver une solution. Tout à fait. Et J'ai déjà lu, je m'excuse, j'ai déjà lu des livres à mes garçons, justement, où à un moment donné, ils voulaient arrêter la lecture parce que Il était inconfortable. il était inconfortable, Oui. il avait peur, tout ça. Puis là, c'est devenu une phrase classique, même dans des films ou peu importe. Là, je leur dis, oui, mais les garçons, vous savez, puis là, ils disent, les gentils gagnent toujours. Tu sais, puis là, ça les rassure, puis ils sont capables d'aller au-delà de ça parce qu'ils savent qu'à la fin, les gentils vont gagner. Puis tout à fait. donc, ça les rassure aussi dans leur inconfort, tu sais, puis ça leur permet de... Bien, je pense qu'ils font des apprentissages à travers ça, tu sais, ça leur permet de vivre cet inconfort-là, mais sachant que... De flirter Il va avoir une avec... belle fin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ton fils, tu aurais pu appliquer aussi les préceptes de Daniel Pénac, c'est-à-dire qu'il aurait pu laisser sa lecture et attendre un an ou deux avant de la poursuivre. Il aurait été plus mature, vrai. plus à sécurité, mais s'il l'a poursuivi, c'est parce qu'il se sentait prêt. Ouais. Alors, souvent, c'est aussi pour ça qu'on arrête la lecture d'un livre. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est manquant, je suis pas bien, j'arrête ma lecture. L'enfant ne poursuivra jamais une lecture qui est pas capable de continuer. C'est trop difficile de lire. Contrairement à un film aussi, où là, c'est Oui. comme imposé, tandis que la On nous lecture, on lance. est en contrôle de Oui. notre lecture. Oui. On peut décider de le lire, je me souviens, tu disais quelque chose qui nous fait un peu plus peur, on peut décider de le lire le matin au lieu de le lire le soir Tout avant à de se fait. coucher, ou donc ça Le permet livre, alors qu'on est à entouré de l'enfant de se- personnes qui nous sécurisent ça aussi. permet à l'enfant de se connaître. Oui. Alors, par exemple, dans les types de lecture, on a à apprendre le suspense. Oui. D'accord? Ça fait partie du programme de formation pour le 3e cycle du primaire. Alors, mais on pourrait avoir un enfant qui a un livre avec suspense, qui le lit avant de se coucher, puis finalement qui a pris 1 heure ou 2 de plus à dormir. L'idée n'est pas d'interdire le lire, mais comme tu viens de le dire, le parent peut avoir une discussion pour dire, ben là, toi, pour ce type de roman-là, va surtout pas lire ça avant de te coucher. Au même titre qu'on regarde pas un livre violent, on regarde pas un film violent avant d'aller au lit, là. On s'y attend, là, ce qu'on va avoir de la misère à dormir, là. Fait que ça peut être une piste de solution aussi pour les enfants réticents, là, d'aller chercher un peu l'interdit, Ouais. là, d'aller chercher des livres qui font un peu peur, d'aller chercher des livres qui titillent des émotions. Là, ça peut aller chercher des élèves qui sont pas attirés par le classique Oui. roman de vie. Oui, surtout que le roman à suspense ou le roman d'horreur ne fait pas partie des livres qu'on offre quand on a 5 ans et 6 ans. Non. D'accord? Il y a un moment où on peut les présenter. Et c'est là que l'intérêt, oups, on m'offre quelque chose que j'ai jamais eu avant. On est dans une zone nouvelle. La nouveauté. La nouveauté, ben là, oui, on vient de réveiller un intérêt auprès de l'élève qui va maintenant aller tenter le genre. Ouais. Certains vont abandonner, d'autres vont poursuivre, puis vont vouloir avoir encore plus peur, puis ils vont aimer la collection de la courte échelle, la collection noire, Oui. puis là, ben c'est pas pour rien qu'il y a 1 lune, 2 lunes, 3 lunes sur la collection noire. 1 lune, c'est relativement facile à Accessible, lire ouais. et accessible au niveau de la peur. Il y a une gradation, là. On n'offre pas un 3 lunes pour une première lecture du roman de suspense, là. Puis j'imagine que si cet accès-là à l'interdit n'arrive pas par la maison, via les parents, ben peut-être que les pères entre eux vont s'influencer parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans l'épisode qu'il y a des tendances littéraires, puis si on voit un ami qui a beaucoup d'intérêt envers un livre, qui le dévore littéralement, ben le lecteur réfractaire risque de vouloir l'explorer lui aussi. Donc, si on freine ça à la maison, ben peut-être que ça va arriver par la bande de toute façon via les pères, j'imagine. Oui, puis quand on a ce petit 10 minutes-là avec le livre là, qui est sur le coin de la table, là, dans la classe, on est en 6e année, dans la classe, on a ce livre-là et sur le bureau d'un copain, puis il n'a pas abandonné sa lecture après les premières pages. C'est ce livre-là qu'il a depuis 2 semaines, puis il est rendu presque à la fin. Ça parle, là. Oui, c'est signe que c'est un bon livre. C'est là. signe que c'est un bon livre. Oui, il est long à lire, mais il a capté son attention. On n'est pas en train de verbaliser ça, là, mais il a tout compris, ça. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de passer au travers, c'est ça. Moi, j'ai un peu aussi adapté cette notion d'interdit-là pour rendre le livre spécial. Là. Je l'ai essayé dans ma classe, je le fais avec mes enfants puis mes élèves. Puis je garde comme une petite pile de livres derrière mon bureau. Pas nécessairement des livres interdits, pas nécessairement des livres effrayants ou peu importe, mais juste des livres spéciaux à Madame Fanny là, qui sont derrière mon bureau. Puis là, de temps en temps, quand j'ai des élèves réfractaires, je suis comme « Hey,
je pense que celui-là, tu l'aimerais, là, il vient, tu sais, d'en arrière, essaye-le, voir. Ça marche aussi chez mes élèves, là. Exactement. Faire partie d'un club, là. Il fait partie d'un club, puis il a accédé à quelque chose de secret, là. C'est encore très, très fort, là, chez nos enfants. Les parents là. peuvent utiliser ça aussi à la maison, Ouais. là, ou je pense que ça fonctionne aussi. Je parle aux parents, là. J'ai aimé ça quand j'étais petite, j'ai lu ça quand j'étais petit. Les enfants aiment ça, faire comme leurs parents Tout à aussi, fait. un peu vivre de leur expérience, là. Exactement. Donc ça, c'est tous des bons petits Oui. trucs, des bonnes petites pistes de solutions à Donc, il y a donner. l'humour, les intérêts, les interdits, qu'ils soient réellement des interdits ou qu'on fasse comme s'ils étaient des interdits, finalement. Oui, puis le parent, admettons qu'il achète un livre et finalement, ça n'intéresse pas l'enfant, ça pourrait être chouette que le parent lise, par exemple, juste le premier chapitre. Vous connaissez la puissance du début de lecture. là. Ouais. Alors, l'enseignant va le faire, par exemple, on est dans une lecture, puis il va lire le premier chapitre, le deuxième chapitre. Puis là, à un moment donné, par le corps de tous les élèves, il a compris que, oups, il y en a plein là, qui veulent connaître la suite, mais le prof s'est engagé à lire le chapitre 1, le chapitre 2. Alors, vont devoir lire les autres chapitres C'est par comme une eux-mêmes. lecture partagée, interrompue, si on Ouais. veut. C'est juste pour l'allumer, là. Tu sais, il y a Ouais. une petite flamme là, à allumer, là. Oui, j'adore ça. Ça me donne le goût de faire ça dans ma classe. Mais il faut être capable de les alimenter dans la classe. Alors, Oui. par exemple, tu fais pas ça si tu as juste une copie. La chicane va prendre. La chicane va prendre. Alors, il faut avoir, par exemple, les livres du cercle de lecture. Tu as, Ouais. un cercle de lecture, tu as 5 à 6 copies et tu ne sais pas pourquoi, mais celui-là, il n'a jamais été emprunté par personne. Année après année, il n'y a pas de trace d'usure sur ce groupe de livres-là. Alors, ça peut être chouette de lire. Je pense que vous avez une appréhension par rapport à ce livre-là où la page couverture n'est pas assez parlante. Ouais. Je vais vous lire le chapitre 1 ou 2. Puis là, en principe, là, je suis pas mal certaine qu'il va être choisi cette année-là. Très bonne idée. On voulait parler aussi, avec le rôle des parents, là, des albums sans texte qui peuvent être très intéressants à utiliser à la maison. Et qui sont méconnus, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de parents, en fait, qui ne savent pas que des albums sans texte, ça existe. Hein? Oui, tout à fait. Puis il en existe pour les grands. Ouais. Pas juste pour les petits, le préscolaire. Alors, il y a des albums sans texte qui sont particulièrement intéressants pour les parents qui viennent d'ailleurs et qui ne parlent pas nécessairement la langue française. Et à l'école, on apprend le français, puis les livres qui amènent de la bibliothèque scolaire sont en français. Puis le parent ne peut pas s'intéresser à cette littérature-là. Il ne serait pas un bon modèle de lecteur, il s'enfargerait ou des choses comme ça. Ça ne sentirait peut-être pas compétent. Non, plus. exactement. Mais l'album sans texte, un parent qui vient d'ailleurs, ou bien donc qui a eu beaucoup de difficultés de lecture, développe autre chose. Dans les autres choses que ce parent-là va souvent développer, c'est son art de raconter. Et cet art de raconter-là, elle est précieuse parce qu'il faut qu'il puisse la transmettre lui aussi. Alors, ça peut être soit dans un album sans texte ou dans un album avec beaucoup d'images où on ne se préoccupe pas de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est à l'école, tu t'en occupes. Mais moi, je vais te raconter l'histoire à ma manière. Et là, il est en train de montrer à l'enfant cet art de raconter-là, qui est manquant chez beaucoup d'élèves. Alors, parfois, c'est ils vrai. font des rédactions écrites et on trouve que, mon Dieu, que c'est plate. Oh que oui. Oui, ils sont en train de décrire, ils se font de la description. Il y a une Factuelle. table. Exactement. Ouais. Lors de se faire le film dans sa tête, comme on Oui. dit tellement souvent. Là, c'est Exactement. Alors, ce parent-là qui ne s'occupera pas des mots ou qui va prendre du sans-texte, mais qui a cette propension-là à bien raconter, bien, il vient apprendre quelque chose qui va être fort utile à l'école. Oui, c'est vrai pour l'écriture, pour le transfert de l'écriture, ça peut être très, très riche. Oui. C'est déjà l'heure de conclure un autre épisode qui a défilé à toute allure, je trouve. D'abord, je veux dire merci à Aline. Je trouve que ta présence a vraiment apporté une dimension extra riche, vraiment intéressante. Vraiment. J'ai le goût de conclure avec les choses qui me restent en tête à la fin de cet épisode-là. D'abord, le fait de faire preuve d'ouverture comme adulte face à l'offre littéraire qui est rendue si grande maintenant, dans le sens où c'est certain que nos enfants vont arriver à la maison avec des choses inattendues éventuellement parce que ça change, ça évolue l'offre. Donc, essayez de faire preuve d'ouverture face à ce qu'ils vous rapportent et aussi faites confiance à l'école parce que non seulement ce sont des œuvres qui ont été éditées, mais qui ont été aussi filtrées en quelque sorte par l'équipe de bibliothécaires.
Et puis, j'ajouterais même que si jamais, malgré les astuces qu'on vous propose aujourd'hui, il y a encore de la résistance chez vos enfants, vous ne savez plus trop comment vous y prendre, mais que vous avez à cœur le fait que vos enfants lisent de manière régulière, bien, communiquez avec l'enseignante de votre enfant. N'hésitez pas à lui dire « J'ai essayé ceci, cela, j'aimerais vraiment que mon enfant lise régulièrement, mais je n'y arrive pas. » Bien, nous, on va essayer de vous accompagner là-dedans. Puis, on sait maintenant qu'on a accès à des ressources vraiment riches pour nous aider à notre tour si on est en manque de solutions à vous suggérer. Est-ce que c'est ce que tu voyais toi aussi comme point? Ben oui, tout à fait, c'est ça, faire confiance, communiquer, hein, c'est un message récurrent en deux du espaces. balado. On veut promouvoir la collaboration école-famille et la communication école-famille, donc on vous le répète, n'hésitez pas. Ensuite de ça, on voulait vous parler aussi des prochains épisodes. Oui. Là. Le prochain sujet du prochain balado, ça sera l'évaluation. Donc, juste à temps pour le bulletin de novembre. Oui. Donc, on veut vous parler de comment aborder l'évaluation avec votre enfant. C'est quoi, en gros, l'évaluation aussi. Et on vous invite, encore une fois, sur les réseaux sociaux à joindre nos petites capsules, nos discussions. On essaie de mettre des documents aussi qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à commenter, ça nous fait toujours plaisir. D'ailleurs, parlant de commenter, on prépare un épisode en janvier qui vous sera dédié à vos questions. Donc, on veut répondre à vos questions. Donc, venez nous rejoindre justement sur les réseaux sociaux du CSSMI pour nous envoyer ces petites questions-là par rapport à la vie scolaire de votre enfant. Fait que si vous avez des réflexions, des sujets que vous voudriez qu'on aborde, des questionnements. Ou des angles d'un sujet qu'on a déjà abordé, que vous aimeriez qu'on approfondisse davantage, peut-être? Oui, tout à fait. Donc, on veut vraiment répondre à vos besoins. Donc, sur les réseaux sociaux du CSSMI, ça pourrait être fait sur la page Facebook, probablement. La page Facebook, il va y avoir une publication là. On va essayer de rendre l'accès facile pour vous. Sinon, ça peut être par courriel aussi. Donc, on va laisser le courriel dans les notes du balado. Donc, par courriel, vous allez pouvoir envoyer ces questions-là. On remercie encore Lynn. Oui, merci pour l'invitation. C'était très agréable. Vraiment agréable. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye.